quelles sont les plaintes qu'on puisse avoir lorsqu'on a une carence en DHA? Comment reconnaître ça? Comment soupçonner ça? Eh bien, en fait, le patient dit « je me sens un peu anxieux, je ressens un peu de fatigue ». Ce n'est pas des très grosses fatigues, ce n'est pas comme dans les carences en hormones de croissance ou les carences en testostérone où vraiment vous pouvez être fameusement fatigué. C'est une fatigue de fond, mais qui n'est pas terrible. Mon humeur est plutôt faible, ma libido n'est pas terrible et les érections sont plus pauvres. Ce sont tous des plaintes réelles de la carence en DHA, parce que ça s'améliore en donnant de la DHA. Donc c'est en fait une plainte d'une diminution modérée de la qualité de vie. Les signes physiques qu'on peut avoir, c'est des cheveux secs et tombants, par exemple, les yeux secs. Donc une étude a montré que les yeux sont moins secs lorsqu'on donne de la DHA, et on peut même donner la DHA en gouttes. Je ne me rappelle pas le pourcentage, mais c'est probablement du 0 à 1%. Alors, le regard anxieux, les muscles hypotrophiques, parce que la DHA est le précurseur principal de la testostérone chez la femme. En fait, 90% de la testostérone provient de la DHA. Alors, une peau plus sèche aussi. Et d'ailleurs, quand on a trop de DHA, on a plutôt de l'acné, une peau trop grasse. Il y a deux hormones qui peuvent provoquer l'acné, c'est l'excès en DHA ou l'excès en testostérone. La pilosité pauvre des selles est un signe pathognomonique. En fait, lorsque la puberté commence, elle commence toujours par une augmentation de DHA, et le premier signe pubertaire est une pilosité qui apparaît au niveau des aisselles et du pubis. Donc ici, au niveau du pubis. Donc ça, c'est quelqu'un qui a eu assez de DHA. Il a eu un taux suffisant. Et puis, brusquement, quelque chose s'est passé, il en a perdu. Alors, quand ça se passe, en fait, il a une répartition relativement large de la pilosité pubienne chez un homme ici, et alors la perte se passe de façon diffuse. Mais si une personne n'a jamais eu beaucoup de DHA, la pilosité reste plutôt basse, reste centrée à un endroit plus bas, mais ne va pas en pyramide inversée ou en pyramide en losange comme on a chez la pilosité normale pubienne d'un adulte pleinement développé. Alors, le diagnostic dans les tests, il y a deux types de tests. Et je peux vous donner des fourmillements dans le ventre parce que nous avons fait avec l'IMS quelque chose qui va probablement vous plaire beaucoup. Donc d'abord, il y a les tests sériques et les urines de 24 heures. Et dans les tests qu'il faut choisir dans le sang, le test de référence, c'est le DHA sulfate. Pourquoi pas le DHA sans sulfate? Parce que le taux de DHA sulfate dans le sang est 500 fois plus important que la DHA libre sans sulfate. Donc, quand un sulfate est attaché à DHA, elle reste beaucoup plus longtemps dans le sang, il va s'accumuler et servir de réservoir pour les organes, pour être absorbé. Donc, ça correspond assez bien, le DHA sulfate, à la quantité de DHA qu'on trouve dans le corps humain et qui a des effets sur le corps. Le DHA libre, par contre, est en fait un DHA qui est sécrété en plus lorsqu'il y a du stress. Lorsqu'il y a du stress, les glandes surrénales fabriquent toute une série d'hormones en plus. Les deux principales sont le cortisol et la DHA, qui est l'hormone qui protège contre les méfaits du cortisol. En fait, vous ne pouvez pas donner un traitement avec un glucocorticoïde ou la cortisol, en tout cas de longue durée, sans DHA. Vous aurez toujours des dégâts chez le patient et toujours de l'atrophie et du catabolisme. Et c'est la DHA qui est dans notre corps pour nous protéger. C'est même son rôle principal. Elle a des rôles propres, mais son rôle principal, c'est cette protection qu'elle offre. Et lorsqu'on voit ici les taux en microgrammes par décilitre, et je sais maintenant qu'on est passé en nanomol par litre, et je ne suis pas encore un grand spécialiste des nanomol par litre, mais en microgrammes par décilitre, vous voyez qu'on va de 0 à 300, on est probablement déficient, alors que les valeurs de référence sont entre 200 et 610. Et oui, parce que les valeurs de référence, c'est des valeurs statistiques, où 95%
de tout patient, pas de gens en bonne santé, des gens qui vont à ce laboratoire, chez qui on soupçonne un problème avec la DHA, on demande le test, 95% seront automatiquement entre ces valeurs de référence. Mais il y a beaucoup plus de carences que les 2,5% en dessous de la limite inférieure. Et donc, j'ai mis des taux ici chez les hommes, c'est un peu plus élevé que chez la femme. Chez la femme, ça va, disons, de 0 à 200, la déficience. C'est donc une zone dont une partie est dans la valeur en intervalle de référence. Donc, un taux optimal chez une personne d'âge de taille moyenne, de volume moyen, de musculature moyenne, est en moyenne 400 chez l'homme et en microgrammes par décilitre, 280 chez la femme. C'est le taux. Le taux maximum, en fait, chez la femme est à l'âge de 18-19 ans. Il n'y a pas à 25 ans. Chez l'homme, c'est plus ou moins à 25 ans qu'on a des taux maximaux et après, ça diminue. Mais c'est ce taux-là pour lequel le corps s'est adapté et pour lequel le corps est en meilleure santé. Donc, le DASH sanguin de sulfate DHA, contrairement à beaucoup d'hormones, donne quand même une image relativement stable de l'état hormonal, etc. Mais il faut quand même faire un test. Pour moi, c'est essentiel de faire aussi des tests dans les urines de 24 heures parce qu'on voit les métabolites. On peut avoir assez de production de DHA, mais ne pas l'utiliser correctement pour une raison. Ça peut être des carences en vitamines ou autre, ou une carence en hormones thyroïdiennes. On ne va pas beaucoup utiliser la DHA si on a une carence en hormones thyroïdiennes, même si la production, qui est déjà plus faible, ou les taux semblent corrects. Alors, en fait, ce qu'il existe, c'est qu'il existe de nombreux déficits intermédiaires prouvés par science, par études scientifiques, dans l'intervalle de référence. Donc, il ne suffit pas d'être dans cet intervalle de référence, il faut être un taux plus optimal. Alors ici, vous avez toute une série d'études. En fait, comment interpréter ces DIA? Eh bien, ici au-dessus, c'est la limite supérieure donnée par le laboratoire, dont 2,5% des patients sont en général dessus. C'est la limite supérieure d'un sujet adulte de 20 à 30 ans. Il ne faut pas aller voir les références de personnes de mon âge, par exemple, 60 et 70 ans, ça ne va pas. Ce sont des valeurs, où, de toute façon, aberrantes. Et ça a déjà baissé depuis plus de 50-70%, les taux. Alors, vous voyez que des études ont montré que plus haut est le taux de DHA dans le sang, moins facilement il y a le syndrome métabolique. Moins facilement l'insuline sera élevée et le glucose, moins facilement nous aurons une hémoglobine glycosylée ou le peptide amyloïde bêta, qui est le peptide qui permet, en fait, qui produit l'Alzheimer ou en tout cas contribue à l'Alzheimer. Et alors, il y a plus aussi le cancer de la prostate de type agressif. En fait, on ne meurt pas de la cancer de la prostate en général, il ne faut presque rien y faire quand on l'a, sauf quelques formes qui métastasent, qui sont invasives, et celles-là sont beaucoup plus fréquentes lorsque le taux est bas. Et vous êtes de plus en plus protégé à mesure que le taux est bas. Donc, et ceci est valable pour presque toutes les hormones stabilisantes, plus haut est votre taux, en général, mieux est votre protection contre les maladies liées à l'âge. Aussi pour le LDL, cholestérol, etc., mortalité cardiovasculaire, beaucoup plus basse, c'est des taux plus bas à l'intérieur des valeurs de référence. Donc les valeurs de référence ici de personnes âgées, par exemple, sont ici. Hein? Mais partout, toutes les maladies pratiquement, enfin toutes les maladies importantes sont représentées là-dedans. Ce n'est pas des taux. Il ne faut pas rester dans les taux de personnes de plus de 60 ans, surtout pas. Il n'y a presque aucun de ces taux qui peut être à conseiller pour un homme. Donc il faut des taux suffisamment bas. Maintenant, il faut... je vais mettre l'église au milieu de nuage. Les personnes qui sont plus petites, qui n'ont jamais eu beaucoup de DHA, leur corps s'est développé pour des taux plus bas, qui sont probablement pas à la limite inférieure, mais qui sont peut-être à la moyenne d'âge jeune. Mais les personnes qui ont toujours eu beaucoup de DHA doivent avoir des taux vers la limite supérieure des hommes d'âge jeune. Donc il faut pouvoir examiner les patients. Alors, ça, c'est la diapositive chez la femme. Chez la femme, on a vu qu'il y avait, les femmes ont plus de vitalité lorsqu'il y a des DHA plus importante. Le HD cholestérol est meilleur, mais il est plus bas lorsque les taux deviennent progressivement plus bas. Donc, plus haut est le taux chez la femme, mieux c'est. Donc, c'est vrai que moi, je mets chez mes patients la moyenne de 280 microgrammes par décilitre. Ici, c'est en 1 gramme par décilitre, donc c'est différent. Mais
je mets en moyenne qu'il faut 280 ou 2800, dépendant de l'unité qu'on utilise. Mais en fait, ça, c'est un taux moyen du jeune adulte. Mais les études montrent que si le taux est légèrement supérieur, ce serait mieux. Pourtant, je fais attention parce que le DHA peut donner de l'acné et de la pilosité faciale. Donc, je reste relativement modéré. Mais scientifiquement, il serait plus justifié d'être dans le tiers des valeurs supérieures de l'intervalle de référence. Donc, il faut avoir des taux optimaux. On a dans le sang des graphiques des hormones, disons, biodisponibles. Et donc, chez LIMS, on a voulu faire ce qu'on avait avant au roman pays, c'est le profil des acides gras. Et vous avez ici, je vais peut-être quand même le faire un peu plus petit, hop, un graphique qui représente les valeurs de référence, qui sont toute une colonne, par exemple pour la TSH, etc. Mais on va regarder surtout ces hormones surrénaliennes, le cortisol, la DHA sulfate et alors la prégnolone. On n'a pas encore des... Alors, la zone verte ici est une zone de valeur de santé dont on a des études pour justifier d'avoir choisi cette zone de santé. Donc, ce n'est pas quelque chose pris au hasard. Et donc, si le patient a une valeur qui est ici, ce serait l'idéal, en fait, en tout cas, pour sa santé. Ici, on voit que cette personne a du cortisol dans la moyenne. Donc, cette personne de 64 ans, qui est une femme, n'a pas besoin de plus de cortisol libre en apparence sur base de ce test. Mais on voit que le DHA est très, très bas. Ça, c'est typique du vieillissement. En fait, le cortisol, en général, diminue un tout petit peu avec l'âge. Pas tellement dans le sang, parce qu'il a ça reste dans le sang plus longtemps, mais bien sur 24 heures, la production, le métabolisme. Mais le problème, c'est que les hormones anabolisantes, et surtout la DHA, diminuent beaucoup plus vite avec l'âge. Et alors, ça permet une accélération du vieillissement et ça permet même d'avoir du vieillissement tout court. Donc, ceci est une situation très mauvaise et on sait que chaque jour, ces personnes, et on pourrait même dire chaque seconde, son corps vieillit un peu plus parce qu'on ne corrige pas cette carence. Il faut absolument donner la DHA. On peut peut-être oublier le cortisol un certain montant, mais le DHA, il ne faut pas oublier. Parce que là, cette personne n'a plus de protection contre le vieillissement induit par cette mauvaise balance. Et dans les urines de 24 heures, il y a des tests à demander. Et en fait, les tests à demander pour la DHA, c'est les 17 cétostéroïdes. Et vous les voyez représentés ici. Et vous voyez qu'on rend l'interprétation relativement facile. Hein. Ça, c'est des valeurs en fait, qui sont déjà des valeurs plutôt de santé, plus optimales. Et on voit ici les 17 cétostéroïdes, c'est tous les métabolites que l'on peut fabriquer à partir de la DHA et en grande partie aussi, une petite partie par la testostérone, mais chez la femme, il n'y a pas tellement de testostérone, donc c'est surtout d'une façon submergente. Chez cette patiente, c'est la même patiente de 64 ans, ils viennent de la DHA. Et la DHA, on l'a mis dans une couleur un peu plus prononcée, pour bien faire attention, et on voit de nouveau aussi que sur 24 heures, la production de DHA est basse, et ces métabolites qui sont ici autour sont aussi tous très bas. Donc, elle a aussi une moins bonne utilisation, elle n'a pas une bonne utilisation, donc on est certain d'avoir une carence en DHA qui va se refléter dans toute une série de plaintes, mais comme elles sont moins définies, sauf pour la pilosité pubienne et la pilosité axillaire, comme signe physique, on pourrait passer à côté, on pourrait penser que c'est une carence en testostérone, ou bien simplement cette personne est psychiquement perturbée, ce qui n'est absolument pas le cas, elle a une carence. Et alors quand on voit le cortisol qui est là, on va un peu voir le cortisol, ou plutôt les métabolites du cortisol, on voit que le cortisol est bas aussi en production, mais fort bien utilisé, de façon à ce que, en fait, puisque les métabolites, l'hormone devient un métabolite lorsqu'elle va sur ce récepteur, qui est intracellulaire ici, et puis alors il est transformé l'hormone est transformée dans un métabolite souvent inactif après utilisation. Ça marque l'activité métabolique, qu'il y ait une activité. Eh bien, c'est beaucoup plus bas. Alors ceci, il faut dire que dans les urines de 24 heures, on a quelque chose aussi de fantastique. C'est qu'on a tenu dans ces urines de 24 heures dans les graphiques, on a tenu compte de la masse musculaire de la personne. Donc, plus une personne est musclée, un des orateurs est bien plus musclé que moi, eh bien, il a besoin de plus d'hormones que moi. Moi, je suis plutôt
un peu fragile à côté de ça. Eh bien, donc, c'est indiqué par la créatinine urinaire. C'est un produit déchet du muscle. Et on a exprimé ceci par gramme de créatinine. Et un de mes meilleurs amis ici est dans la salle, il travaille depuis des années, alors que moi je suis un peu en retard, je dirais, mais plus maintenant. Il travaille pour vérifier les hormones thyroïdiennes des urines par gramme de créatine, et il a raison, c'est comme ça qu'il faut le faire. Et alors, on n'a pas tellement de différence entre hommes et femmes, on n'a pas tellement de différence entre un homme grand ou petit, c'est par gramme de créatine qu'il faut une certaine quantité, et ça a été exprimé ici, et on voit que par gramme de créatinine, les valeurs ne sont pas terribles. De DHA, de ces métabolites, par contre, le cortisol, oui, donc cette personne est en train de vivre d'une façon accélérée à cause de ça. Donc voilà, j'espère que vous avez bien aimé les couleurs parce qu'on a pris beaucoup de temps à les choisir. Et c'est pas facile. Bon, revenons un peu à notre présentation de base. Et on voit pourquoi il faut traiter les petits déficits en DHA. Oh, c'est pas grave, ça donne un peu de fatigue, etc. Non, parce qu'il y a ce vieillissement prématuré et toutes ces maladies qui sont à plus haut risque lorsqu'on a une baisse de DHA. Et donc, il faut une thérapie à DHA qui enlève tous ces risques augmentés à cause du manque de DHA. Dans les tests d'urine de 24 heures, le DHA qu'on retrouve là-dedans reflète la production en DHA. Par contre, les 17 stéroïdes reflètent l'action métabolique des DHA. Il nous faut ces données d'eux. Le sang, c'est pas mal, mais c'est encore mieux les urines de 24 heures. Alors, on voit ici, par exemple, que les métabolites chez tout le monde vieillissent. On voit, ça, c'est chez la femme. Et vous voyez qu'il a un climax vers le 25 ans, mais les taux de DHA sulfate sont les plus élevés vers 19 ans. Et alors, on voit que ça baisse de plus en plus. Et donc, si vous avez, je sais pas moi, 90 ans ici dans la salle, vous êtes à moins 80%. Hein. Donc, ça va vite, hein. Donc, c'est une hormone, ce n'est pas vraiment une super hormone, c'est une hormone très importante. Et alors, ici, contrairement à ce qu'on va souvent conseiller, la forme orale est meilleure. Pourquoi? Parce que la forme orale est absorbée, passe par le foie. En général, on n'aime pas ça parce que le foie va démolir une partie de la DHA, ça c'est vrai. Mais d'un autre côté, le foie va en faire du DHA sulfate et on aura des taux plus stables et un réservoir DHA bien meilleur. On n'a pas ça aussi bien si on le donne en sous-lingual, ce qui est aussi possible, mais il faut le donner 2 fois par jour, alors. Tandis qu'une fois par jour oral. En injection intramusculaire, c'est plus sur le marché. En transdermique, ça ne s'absorbe pas bien. Il faut mettre des concentrations trop élevées. Donc, on a toutes sortes de préparations sur le marché. Moi, je préfère toujours prescrire en pharmacie. Mais il faut dire quand même que les DHA, maintenant, même en vendus par Internet, il faut l'avouer, elles sont apparemment, la plupart, OK, mais vous ne pouvez pas le conseiller. Vous devez garder votre diplôme de médecin. Vous prescrivez à la pharmacie. Mais c'est vrai qu'il y a de bonnes DHA sur le marché. Alors, quelle est la dose moyenne de DHA? Alors, il n'y a pas une dose pour tout le monde. Chacun doit avoir sa dose selon les carences. On apprend à la trouver. En moyenne, disons, chez un homme, c'est 35 mg, parce que l'homme produit environ 50% plus qu'une femme, et c'est 20 mg chez la femme. Si on donne plus, parfois on a des problèmes. Donc les doses chez la femme, c'est entre 5 et 30 mg. Pourquoi 5? Parce qu'en général, on donne parfois des doses plus basses en DHA chez les femmes qui ont facilement de l'acné ou une perte de cheveux au-dessus si ça persiste malgré les traitements. En général, si on a une perte de cheveux avec la DHA, c'est parce que la femme ne reçoit pas des œstrogènes, la progestérone qui protège contre. Donc, c'est une mauvaise balance hormonale. Et donc, moi, je donne de la DHA chez une patiente presque exclusivement. Je donne aussi des hormones féminines. Mais je traite presque toutes mes femmes aux hormones féminines. Hein. Et donc, voilà les doses. Donc, c'est surtout les doses de la femme aujourd'hui qu'on va voir. On verra la DHA chez l'homme plus tard. Alors, il faut éviter évidemment les effets de surdosage. Acné, calvitie féminine chez la femme, hirsutisme, peau grasse, mais c'est tout réversible. Donc même si ça arrive, c'est réversible. En général, j'arrête alors pendant 2 mois le traitement, où je donne la moitié de la dose.
Et après, on reprend, après 2 mois d'arrêt, on reprend à la moitié la dose et on voit comment elle va. Et il a moyen de vérifier dans le sang, je n'ai pas mis ça, j'ai un peu passé dessus, le DHA peut se transformer en testostérone, puis en dihydrotestérone et donner la pilosité. C'est comme ça qu'elle donne la pilosité. Dihydro, c'est vraiment l'hormone qui donne la pilosité. Et le dihydrotestérone se transforme en androstenediol glucuronide. C'est le métabolite androgénique le plus abondant dans le sang d'une femme, beaucoup plus abondant d'ailleurs que la testostérone. Donc c'est l'androgène à la limite le plus abondant. Et on vérifie l'androstenediol glucuronide. Et dans mes graphiques, on a à côté de la testostérone, l'androstenediol glucuronide. Chez l'homme, il doit être plutôt quelque part au-dessus de la moyenne. Chez la femme, ça va être en dessous de la moyenne, idéalement, pour ne pas avoir de pilosité. Mais trop bas, c'est pas bon chez une femme non plus, d'avoir l'androstenediol glucuronide, parce que sinon, il y a une atrophie qui s'installe des organes génitaux. Réversible aussi, mais il faut mieux éviter. Donc voilà ce qu'on pourrait avoir. Voilà. Enfin, j'ai une bonne libido avec la DHA, tandis que la tienne est devenue pauvre, elle se plaint, quoi, la pauvre. Donc, évitez ces problèmes à vos patientes. Hein? Alors, on aura un webinaire aussi le 18 juin à 20h15, dont vous aurez des infos qui seront envoyées, où on va discuter des tests. Quand on a interprété les tests sur la DHA, surtout. Donc moi, je présenterai ça. Et on va aussi avoir des réunions, mais apparemment, il y a un peu d'opposition pour l'instant de le faire directement parce qu'on est un peu débordé, mais de faire, entre autres avec Stéphane et aussi d'autres médecins, des sessions avec 30 médecins uniquement, où on va vraiment discuter avec des tests de labo de 4 patients. Donc venez avec vos cas patients. Souvent, ce qui se passe, c'est que le médecin vient avec son propre cas, mais c'est bien aussi. Et on discute et on aura probablement un appareil qui pourra projeter les résultats de façon à ce qu'on peut commenter ces résultats beaucoup mieux. Donc, ça sera très, très pratique. Vous pouvez demander tout ce que vous voulez, mais on doit limiter ça à 30 personnes. Et on aura peut-être 1 ou 2 ou 3 sessions comme ça après chaque conférence. Mais pour l'instant, il y a tout petit peu d'opposition de le faire tout à fait directement. Et donc, on aura ce webinaire qui durera 1 heure, 1 heure et demie. Et vous pourrez poser vos questions avant. Donc, si vous avez des questions, je les répondrai. Et vous pouvez aussi envoyer vos questions pendant la session du webinaire. Donc, pour ceux qui ne savent pas, un webinaire, c'est vous allez sur votre ordinateur, vous cliquez sur un lien et vous êtes en lien avec une conférence que je donne.